Bien, bonjour. Dans le cadre de ces Agora Live Supply Chain dédiés à la logistique de distribution, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet relatif à la certification et au label dans l'immobilier logistique. Pour approfondir un peu ce sujet, j'ai autour de moi Laurent Paillet, donc, qui est président du cabinet Paillet, spécialiste dans la performance environnementale. On nous explique un petit peu plus dans le détail vos missions. Et Philippe Frère-Jean, qui est conseiller supply chain chez Arthur Lloyd, qui va également nous accompagner pour nous donner un petit peu le point de vue des investisseurs et des utilisateurs sur le sujet. Laurent, on va peut-être commencer par vous. Certification, label, tout ça est peut-être un peu compliqué pour nos auditeurs. Vous pourriez nous redonner un petit historique de la thématique ? Oui, alors c'est vrai, on a presque l'impression que ça vient d'arriver, mais en fait c'est une histoire qui commence à être un petit peu longue. La certification HQE en logistique est arrivée en 2008. C'est l'impulsion d'Afilog, l'association qui a finalement avait elle-même initié sa propre démarche et l'a fait finalement après fusionner avec la certification HQE qui était déjà bien établie. Et depuis, les projets se sont multipliés sur cette certification. Est arrivé en cours de route son homologue anglais, la certification BREEAM, qui aujourd'hui marche très fort et devient presque une demande systématique de la part des acteurs de la construction logistique. Certification, label, c'est le même principe ? Oui, alors HQE, BREEAM porte sur le projet de construction globale. Là, on parlera plutôt de certification. Les labels sont plus ponctuels, plus de spécialités. Label BBC basse consommation, sur la biodiversité, ça émerge aussi avec le Biodiversity, ou le E+C-, qui est un label d'État. Donc voilà, mais c'est globalement une même thématique, c'est attester de la qualité environnementale d'un projet de construction. Alors c'est quoi l'objectif final, la zéro carbonation, la dépollution? Alors l'initiative, elle vient quand même globalement des acteurs de la construction, des promoteurs, des développeurs. Par la suite, le monde financier s'est intéressé aussi au sujet, il a presque imposé à ces acteurs pour leur acheter à terme leurs biens. Les utilisateurs, eux, ont toujours été demandeurs d'un bâtiment le plus performant possible, sans forcément l'axer sur cette demande de certification. Alors on agit sur quoi ? Sur la consommation du bâtiment, sur la pose d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, on améliore l'isolation, c'est des briques. Ouais, alors ces certifications, elles ont toujours été multicritères, tant sur les thématiques de la conception, de l'énergie, de l'eau, que sur les espaces extérieurs, la biodiversité, le confort des utilisateurs, la qualité sanitaire. Donc ça a toujours existé, ça a toujours été multicritères. Après, il y a des modes et des tendances. Alors c'est vrai qu'on est passé d'une génération très efficacité énergétique, on a basculé progressivement sur le confort, la qualité sanitaire de façon plus opportune ces derniers temps. Et puis aussi avec un passage sur la qualité de vie au travail où on s'intéressait un peu plus finalement aux utilisateurs, au bien-être, voilà. D'accord, Donc, et toutes les thématiques restent d'actualité. La biodiversité a toujours été aussi plutôt sur le devant de la scène. Philippe, finalement, qui est demandeur de ce type de certification label ? L'utilisateur, l'investisseur ? Comme vous le disiez, Laurent, c'est vrai que les utilisateurs sont demandeurs parce que c'est pas qu'une mode, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Donc, et principalement sur la consommation énergétique et puis le RSE sur le bien des salariés au travail, c'est quelque chose qui est aussi très important. Par contre, on a aussi tout le pendant des investisseurs qui eux sont plus que friands. C'est globalement les investisseurs. Vous n'êtes pas HQE ou BREEAM et puis good, maintenant même plutôt very good. Le produit, on le regarde à peine. Vous avez parce que sur le marché, c'est une certification qui est devenue obligatoire. Ça veut dire que les preneurs de ces bâtiments exigent aujourd'hui ce type de... Oui, on a même des investisseurs qui, à partir d'un label good de chez BREEAM, alors c'est vrai que au niveau des investisseurs, le BREEAM, c'est quelque chose qui est assez important parce que malheureusement pour le HQE, qui est un peu trop franco-français, le BREEAM étant international, il y a une tendance à faire beaucoup de BREEAM. Et on a des investisseurs qui ne se satisfont pas même d'un BREEAM good, mais qui veulent absolument acheter un bâtiment, quitte à payer le passage au very good. Après, si je puis me permettre, Philippe, c'est pas tellement une demande du preneur, c'est une demande de l'investisseur. Tout à fait. Donc l'investisseur n'étant pas forcément l'utilisateur, comme chacun le sait,
C'est un produit financier. Hein. Oui, c'est ça. La demande, elle est plutôt sur l'investisseur. L'utilisateur, il demande un produit performant, un loyer compétitif. Après, la certification au label, on ressent moins cette demande, à part certains acteurs, certains chargeurs qui ont une politique un petit peu établie et globale. Oui, parce qu'ils ont peut-être besoin de l'intégrer après eux dans leur politique RSE, oui, et donc de démontrer tout qu'à travers certains actes d'investissement, ils font l'effort qu'il faut. Quoi. Ouais. Vous avez d'une longue expérience sur la performance environnementale, donc c'est des dossiers que vous voyez de plus en plus monter. Oui, alors nous, c'est notre métier, donc forcément, on ne voit que des projets qui ont cette ambition. Alors évidemment, on a du travail, on est content. Mais je pense que non, faut pas voir ça comme une émergence. Hein. C'était quand même un courant de fond qui existe depuis plus d'une douzaine d'années. Donc il n'y a pas eu d'opportunisme des acteurs. C'est juste devenu un peu plus systématique. Et justement, on se méfie de ce côté systématique, de cette demande un petit peu automatique, notamment sur le BREEAM, sans chercher à creuser, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on en fait, parce que s'il suffit pas d'afficher le certificat ou le label, faut bien l'utiliser. Et puis aller chercher derrière vraiment de la plus-value pour le On va peut-être poser 2 questions précises. C'est une certification, donc il y a une tierce partie, je suppose, qui vérifie que tout correspond à ce qui a été exigé. Et dans le temps, est-ce qu'on suit le bâtiment dans le temps pour voir effectivement comment il vieillit et si ça fait aussi partie de suivi de cette certification, puisqu'il y a une entre guillemets il y a une évolution, enfin il y a une volonté de suivre ce bâtiment dans le temps et dans les années qui viennent. Et puis ce qui est mis en place est fait pour être entre guillemets recontrôlé ou pas complètement contrôlé, mais il y a des choses qui permettent de justifier le fait que vous avez continué à élaborer. C'est vrai que quand on fait de la biodiversité et qu'on a fait des prairies, si après on les coupe toutes, il va peut-être y avoir un problème pour le conserver, du moins ce label biodiversité. Ouais. Est-ce qu'il y a une pression des collectivités locales sur ce type de démarche ? Oui, c'est vrai. Alors en fait, c'est vrai qu'ils sont très intéressés par ces démarches en amont et intéressés par ce qu'on en fera et le suivi qu'on aura. Et puis finalement, souvent, ça peut faire aussi écho à des exigences réglementaires, notamment sur les études naturalistes, les espèces protégées, etc. Donc on traite le volet réglementaire, mais parfois ça permet de le sublimer et de mieux communiquer aussi auprès de la collectivité locale et des utilisateurs des sites sur ce qui a été fait pour les espèces protégées. On sait que la logistique est consommateur d'espace. Il y a tout un débat sur l'artificialisation des sols, qui semble être un élément important. Alors c'est intégré aujourd'hui cet élément-là. On sent chez beaucoup d'investisseurs l'idée on utilise des friches, donc on reconvertit des bâtiments déjà. Il y a cette notion de reconversion de friche, oui, qui est importante, même si faut toujours se méfier de la reconversion des friches, parce qu'une friche, elle a une valeur économique, donc qui n'est pas toujours absorbable par la valeur de reconstruction d'un bâtiment logistique. Donc après, il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Mais c'est vrai aussi que, que vous nous disiez, la vente aux collectivités de tout cet environnement, puisque eux font l'effort aussi, quand ils aménagent des zones, de les traiter de manière biodiversité et autres. Et donc c'est dans le prolongement de ce qu'ils mettent en place. Alors, dernière question, mais qui est importante, qui dit certification label environnemental peut laisser supposer un surcoût, puis il va falloir... Or, aujourd'hui, on sait que la logistique, c'est aussi une économie à faire, c'est des coûts importants. Comment on arrive un petit peu à concilier les deux ? Oui, on répond souvent que ça dépend un peu du point de départ. C'est-à-dire que si on part sur un bâtiment qui est très qualitatif à la base, le surcoût sera modéré. Nous, ce qu'on constate généralement, c'est une fourchette qui est assez large, entre 2 et 8% de surcoût sur le coût de construction. Voilà, donc c'est assez variable, ça dépend justement des profils environnementaux qu'on va viser, d'où l'importance de ne pas se contenter juste du label final, mais d'essayer de creuser, savoir ce qu'il y a dedans. Et voilà. Mais est-ce que ce surcoût s'amortit ? On a un ROI éventuellement sur ce sujet ? C'est difficile. Alors sur l'efficacité énergétique, on peut toujours essayer d'en calculer, mais sur la qualité de vie au travail et le bien-être, le retour sur investissement, il est plus difficile à mesurer. Je pense, oui, il faut... Après, chaque acteur de la chaîne doit y croire et doit avoir une certaine ambition, le promoteur, l'investisseur, mais aussi le futur locataire ou utilisateur.
si le chef de site il n'a pas envie de faire les choses ou quoi, ça ne suivra pas. Donc je pense qu'il faut que chacun... Vous confirmez que ces bâtiments, à la limite, entre guillemets, partent plus vite que les autres. Donc à la limite, pour un investisseur, c'est peut-être plus intéressant. Pour l'investisseur, pour l'investisseur, c'est devenu une obligation. Après, c'est vrai, comme le disait Laurent, c'est aussi aux utilisateurs de l'utiliser vraiment dans ce schéma-là et de vraiment de pas, comme je disais tout à l'heure, si on a mis en place une prairie, c'est pas pour aller tondre trop souvent derrière. En plus, si on met en place une prairie, c'est justement pour éviter de tondre. Et la tonte, on sait que les espaces verts, c'est un pourcentage non négligeable dans un coût d'exploitation d'un bâtiment. Donc, il y a une limite de taille sur ce type de projet? Un bâtiment de 10 000 m², 50 000 m²? Je dirais que c'est plutôt une taille en dessous de laquelle le modèle économique tourne moins facilement. En général, c'est à partir de 20-30 000 en sec. Et puis 10-15 000 en frigo ou en messagerie. Mais c'est plutôt, il faut quand même que le projet oui, c'est ça, une certaine taille. Une dimension. Très bien, merci de toutes ces précisions. Et je pense que les auditeurs vous contacteront les uns les autres pour en savoir davantage sur le sujet. Merci.